Il y a des moments dans la vie où tout va bien, vraiment bien. Après le mariage, tout est là. L'amour, le travail qui plaît, les projets d'enfants. L'impression d'être exactement là où l'on devait être. Sarah a 27 ans, elle vient de se marier. Sa vie est stable, construite, rassurante. Elle avance, confiante, convaincue que l'avenir peut s'écrire. Mais quelques mois après le mariage, elle découvre l'impensable. Pas un doute, pas une rumeur, mais bel et bien une trahison, frontale, violente. À partir de là, tout commence à se fissurer. La confiance, l'image de soi, les repères. Alors qu'elle tente de se relever de cette rupture, alors qu'elle essaie de réparer ce qui peut encore l'être, une autre annonce tombe. Un cancer du sein agressif. Sans transition, sans répit. Comme si le corps lui aussi décidait de céder. En quelques semaines, Sarah perd son mari, ses certitudes, ses projets, et doit affronter la maladie, les traitements, la chimiothérapie, la perte de ses cheveux et la peur de ne peut-être jamais devenir mère. Du jour au lendemain, sa vie ne tourne plus qu'autour des rendez-vous médicaux, de l'attente, de l'inconnu. Dans cet épisode, Sarah ne raconte pas seulement son cancer. Elle raconte ce que cela fait quand tout dégringole. Elle raconte ce que cela fait d'être une jeune femme seule face à un corps qui lâche et à une existence qui ne ressemble plus du tout à celle qu'elle avait construite. Ce témoignage est brut, intime, profondément bouleversant. Si certaines émotions font écho à votre propre histoire, prenez le temps qu'il vous faut pour l'écoute de cet épisode. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. En juillet 2024, je me suis mariée, avec la personne, avec qui partageais ma vie depuis, 5 ans. Donc c'était un mariage qu'on a préparé, pendant 1 an et demi et c'était vraiment un beau mariage. On a vraiment investi et fait un mariage, qui nous ressemblait et on avait invité toute notre famille. C'était vraiment un beau mariage. En tout cas pour ma part, c'était vraiment le mariage de mes rêves. J'avais la robe de mes rêves et tout était top. Donc je me suis mariée en juillet 2024 et on a tout de suite enchaîné la lune de miel. Donc pour nous, le mariage, c'était la concrétisation de notre amour et après le mariage, on avait pour projet d'avoir un enfant. Donc moi, après le mariage, j'ai, tout de suite arrêté la pilule. On était, stabilisés, enfin voilà, on avait chacun un job, financièrement, tout allait bien, donc voilà. Donc on enchaînait, sur l'arrêt de la pilule pour, potentiellement avoir un enfant, dans l'année, 2025. C'était l'idée. Donc tout se passe bien, franchement, la lune de miel se passe super bien, le quotidien se passe bien, voilà, moi j'étais heureuse, j'avais un travail qui me plaisait, une famille, présente pour moi, des amis, avec qui tout se passait bien et puis, bah, un mari, avec qui tout se passait bien également et voilà, donc pour moi, à ce moment-là de ma vie, tout va bien. Je suis, dans, ce que j'attendais de ma vie, c'est-à-dire à 27 ans, mariée, avec un CDI, une maison, enfin voilà, je suis la ligne que j'avais toujours imaginée, pour moi et donc j'étais, super heureuse. Du coup, moi, ma vie tout se passe bien, elle suit son cours, on part en week-end, en vacances et cetera et le 10 décembre très précisément, donc 5 mois après notre mariage, je suis au boulot et je reçois un message, sur Instagram. Enfin, il y a quelqu'un qui veut m'envoyer un message sur Instagram et moi je suis en événement au travail donc j'essaye d'ouvrir le message mais j'étais dans un endroit qui captait pas bien donc je peux pas l'ouvrir, enfin ça s'affiche pas et puis, je continue à travailler puis voilà, je me dis que je verrai plus tard. Je retourne au boulot, au bureau, à peu près, 3 heures après, enfin vers 15 heures. Je reprends mon travail sur l'ordi et cetera et je repense en fait à ce message que j'ai pas pu ouvrir et moi, naïvement, le prénom de la personne, il me faisait penser, au prénom d'une amie, de ma meilleure amie, qui venait juste de m'annoncer qu'elle allait se marier. Donc du coup, je me suis bêtement dit, «Ah bah, c'est une de ses copines qui veut m'écrire pour me parler du mariage», tout simplement. Donc quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert le message et que j'ai vu en fait un long pavé. C'était un faux compte en fait, un compte, voilà d'une personne, fake et donc qui m'envoyait un message pour me dire que, mon mari, enfin que je ne connaissais pas vraiment mon mari, voilà ce que fait ton mari dans ton dos et cetera et donc dans ce message, la personne parle de vidéos que moi j'avais pas reçues puisqu'on peut pas envoyer, un message, des vidéos, à quelqu'un qui nous a pas accepté. Donc j'accepte le message et donc je réponds, bah, je «De quelle vidéo tu parles?» J'ai pas reçu les vidéos et donc là je reçois les vidéos
Et là, pour moi, c'est le choc. Là, le premier réflexe que j'ai, c'est de vérifier que les vêtements qu'il porte sur ses vidéos, c'est des vêtements qu'il a depuis pas longtemps. Donc, pour être sûr que c'est récent et que ça date pas d'avant. Ce qui est stupide parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et que voilà, des dossiers vont pas ressortir 5 ans plus tard. Enfin, bon. Donc, du coup, je vérifie ça. Et sur le coup, je suis dans l'open space et c'est la sidération. Je reste sans voix. Du coup, la première chose que je fais, c'est d'appeler ma belle-sœur, donc la femme de son frère, pour lui expliquer. Je sais pas pourquoi. Donc, parce que je lui fais confiance et je sais qu'elle va me comprendre. Donc, je lui explique et elle est choquée. Elle a pas trop de mots, honnêtement, sur le coup, parce qu'elle est un peu choquée. Ensuite, j'appelle son petit frère et lui, il me dit tout de suite de le quitter. Voilà. Qu'on a de la chance que je suis pas enceinte, que j'ai pas d'enfant avec lui et que voilà, je le quitte. Il faut que je le quitte parce que voilà, ça se fait pas. Donc sur le moment, je suis tellement sidérée, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez moi. Parce que de toute façon, je peux pas continuer à travailler. Donc voilà, je rentre chez moi. Lui, je lui envoie un message aussi tout de suite. J'essaye de l'appeler en fait et il me répond pas. Il me répondait pas que par message et donc je lui envoie la capture d'écran sans rien dire et il me répond. Bon, en fait, il assume tout de suite que c'est vrai, que voilà, quand ça allait pas trop entre nous, parce qu'on a eu une sorte de dispute, bah il a fait n'importe quoi, etc., etc. Sauf que dans le message, moi, la personne, elle m'explique que ça dure depuis des mois, donc que ça a commencé avant notre mariage. Et lui, il a l'air de minimiser en disant que c'était quelques fois. Donc, voilà, moi, je rentre chez moi, je lui dis de pas rentrer. Enfin, voilà, que moi, je veux pas le voir. Et donc, que je veux vraiment pas le voir et voilà. Donc, je passe franchement une sale soirée. Et surtout, mon premier réflexe, c'est d'essayer de trouver qui c'est. De trouver qui est cette fille. Donc, il me dit comment elle s'appelle. Mais il me dit pas, il me donne pas son numéro, voilà. Donc moi, je sais comment elle s'appelle, je sais quel est son métier et je sais qu'elle a un fils qui joue dans l'équipe de foot que mon mari coach. Et là, je suis là. Et en fait, il s'avère qu'en rentrant à la maison, sur la table du salon, il y avait une fiche d'inscription à un stage de foot avec toutes les coordonnées de cette personne. Donc je l'ai appelée. Et donc là, après, on a eu une conversation plutôt virulente parce qu'en fait, cette personne était au courant qu'il était marié. Elle était bien au courant même. Et, et voilà, elle a commencé à me dire des choses pas très sympas sur notre mariage et sur notre vie en fait en général. Et donc j'ai compris que c'était plus qu'une histoire de sexe, que ça allait au-delà quoi, entre eux. Et les jours qui suivent, clairement, c'est la fin du monde. En fait, là, pour moi, tout s'effondre et je passe mon temps à pleurer, mais je dois quand même faire bonne figure, continuer à aller au travail et, euh, et ne rien laisser paraître. J'en parle pas à mes amis, j'en parle pas à ma famille, parce que j'ai honte, parce que je sais pas quoi leur dire, parce que j'ai peur que si moi, je décide de pardonner, bah eux, ça serait pas le cas. J'ai peur aussi de ce qu'on va me dire, parce que je sais que c'est honteux. Mais voilà, et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je vais le quitter. Puis après, seulement quelques heures, je me dis: «Beh non, je viens juste de me marier, je peux pas le quitter. Enfin, les gens, ils vont penser quoi de moi?» C'est, en fait, il se passe beaucoup de choses dans ma tête et du coup, tout est flou. Tout est flou, mais je continue à aller à travailler. J'ai un séminaire, donc je vais à mon séminaire. Enfin voilà, je laisse rien transparaître et bon, j'apprendrai par la suite que si ça se voyait un peu qu'il se passait des choses dans ma vie, mais bon, j'essaye de faire bonne figure en tout cas et puis petit à petit, j'informe mes amis qui essayent d'être là pour moi, tant bien que mal et d'apporter leur soutien. Mais voilà, on ne sait jamais trop quoi dire à quelqu'un qui vit ça. On ne sait pas comment on réagirait nous à la place de la personne, donc c'est pas évident. Et surtout, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre ce qui l'a mené à ça, pourquoi, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal, voilà, parce que comme toujours, les victimes entre guillemets portent la honte, portent le fardeau, alors qu'en fait, on est juste victime et qu'on n'a rien à se reprocher la plupart du temps. Et même si on essaye de nous faire croire qu'on a des choses à se reprocher, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc tout se mélange dans ma tête, c'est le chaos. J'arrive rien à mettre en ordre. Et donc là, je me dis, je vais rester avec et on va faire comme si de rien n'était parce qu'il y a les fêtes de Noël et je veux pas gâcher les fêtes de Noël.
Donc voilà, pour l'instant, dans ma tête, c'est comme ça. Et pendant plusieurs mois, je vais essayer de recoller les morceaux parce que lui, c'est ce qu'il voulait. Enfin, du moins, c'est ce qu'il me faisait croire. Il voulait qu'on recolle les morceaux, qu'on reste ensemble, etc. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire pendant des mois. Donc, de janvier à peu près à notre séparation, du coup, fin mars. Et donc, je vais essayer, mais en fait, j'y arrive pas parce que ça va au-delà de mes valeurs. C'est trop dur. Ça va au-delà de ce que je peux cautionner et de ce que je suis. Parce qu'en fait, moi, je serais incapable de faire ça. Donc, je peux pas partager ma vie avec quelqu'un qui en est capable. Et puis, je me dis aussi, mes enfants. Mes enfants, je leur inculque quoi? Mes futurs enfants, si je reste avec un père qui est pas loyal, qui a pas la même notion que moi du respect et de la fidélité. Donc du coup, après quelques mois de réflexion, à être hyper malheureuse, je le quitte. Et là, pour moi, c'est le soulagement. En fait, j'ai l'impression d'avoir un poids en moins sur mes épaules. Et j'ai hésité aussi à le quitter parce que je me disais, mais attends, t'as 27 ans, le temps que tu retrouves quelqu'un, que tu refasses ta vie, tu vas avoir tes enfants à quel âge en fait? Et du coup, c'est tout ça qui fait que j'ai du mal à le quitter. Je me suis déjà mariée, mais ils vont penser quoi, les gens de ma famille? Alors que je suis pas responsable, mais il y a vraiment le regard des autres qui pèse sur moi. Et en fait, après, je finis par ne plus calculer le regard des autres et simplement vivre pour moi et penser à moi. Et j'aurais pas pu être heureuse, continuer à être heureuse avec quelqu'un qui m'avait trahi. J'aurais jamais pu dormir à nouveau sur mes 2 oreilles. Donc c'était mieux ainsi. Du coup, on se sépare début avril et moi, j'avais eu une échographie mammaire en mars. Donc voilà, où le médecin m'avait dit qu'il fallait faire une biopsie. Et donc lui, il était venu avec moi, enfin il était là. Je lui avais dit que j'avais un peu peur quand même, une biopsie ça faisait peur, donc j'avais peur que ce soit un cancer. Lui me disait: «Mais non, t'inquiète pas», enfin voilà. Donc il savait en fait que j'avais une biopsie à faire, que j'avais en avril. Donc certes, on était séparés, mais il savait. Donc je fais cette biopsie en avril, très précisément le 9 avril et j'ai les résultats, 2 semaines après, le 24 avril. Et donc là, c'est mon médecin traitant en fait qui m'appelle pour me dire que j'ai un cancer du sein agressif. Après agressif, on m'explique rapidement qu'agressif, c'est normal chez les jeunes parce que les cellules se reproduisent vite. Donc évidemment, il est agressif, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est intraitable ou incurable. Voilà. Donc du coup, oui, il est agressif. Voilà. Donc mon médecin, elle me dit au téléphone, parce que moi, mon médecin traitant, il n'est pas dans ma ville. J'ai jamais réussi à en retrouver un dans ma ville. Donc elle me dit par téléphone, elle est un peu gênée d'ailleurs, que j'ai un cancer du sein. Et là, moi, j'avais une soirée prévue, un after work avec mes collègues. Et donc ma priorité, enfin, je sais pas, dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à cette soirée, quoi. Et donc sur le coup, quand même, ça me met un petit coup sur la tête, je pleure. Mais je me dis: «OK, je veux passer une bonne soirée», voilà, de toute façon, j'ai pas plus d'infos parce que quand on vous dit que vous avez un cancer du sein, vous avez les résultats de la biopsie, mais vous avez pas plus d'infos que ça. C'est l'hôpital ensuite qui prend en charge, donc le service, scénologie et oncologie qui prend en charge, mais vous avez pas d'infos. Donc c'est hyper dur de se projeter. Voilà, moi, je sais pas si, je vais faire de la chimio, je sais pas si j'ai métastasé, je sais rien en fait. Je sais juste que j'ai un cancer du sein et donc j'en saurai pas plus avant d'avoir mon rendez-vous à l'hôpital, la semaine qui suit. Donc moi, je continue ma soirée, normalement. Je rentre chez moi, j'ai super bien dormi. Enfin voilà, je pense que j'ai un peu mis de côté dans un coin de ma tête. Je me suis dit: «OK, ça, c'est une information importante, c'est dans un coin de ma tête. De toute façon, pour l'instant, je peux rien en faire». Juste le lendemain, il fallait que j'aille déposer à l'hôpital mon dossier et après j'avais rendez-vous la semaine qui suivait et en fait, c'est ce rendez-vous, heu, avec le chirurgien qui est le point de départ. Parce que c'est là que tout commence, en fait et là, tous les rendez-vous médicaux s'enchaînent. Donc en fait, c'est un engrenage médical qui s'enchaîne, IRM, mammographie, échographie à nouveau, TEP scan, rendez-vous chirurgien, rendez-vous anesthésiste. Voilà, il y a tout qui s'enchaîne, prise de sang, enfin, tout s'enchaîne et du coup, on n'a même pas vraiment le temps de réaliser ce qui nous arrive et moi, pour être honnête, j'ai pas eu peur. Je me suis dit que j'allais guérir dans tous les cas. J'ai pas pensé à la mort, je me suis pas dit que j'allais mourir, j'ai pas eu cette peur-là. Moi, j'avais juste peur de faire la chimio et c'était même pas de perdre mes cheveux qui me dérangeait, c'était, de perdre, ma fertilité, en fait. Voilà, ça, c'était vraiment mon point de blocage et après sinon, j'étais bien entourée donc l'annonce, oui, c'était dur mais j'étais bien entourée, les choses étaient en ordre dans ma tête donc j'ai juste pris les choses une à une, tout simplement et avec les réseaux sociaux, j'ai rencontré aussi beaucoup de filles. Je me suis renseignée beaucoup sur les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup aidée aussi à avancer, à me rendre compte que j'étais pas la seule, qu'il y en avait beaucoup des jeunes et donc du coup, ça m'a beaucoup aidée et donc là, à partir de l'annonce, par contre,
ma santé devient ma priorité. Ma rupture, la trahison, la tromperie, tout ça, ça passe au second plan. Et, euh, et c'est tout, quoi. Je pense vraiment que à ma santé et à guérir et à tout ce que ça va impliquer. Et j'oublie limite la douleur que ça m'a fait de me séparer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je souffrais tellement de ma séparation. C'est tellement dur qu'une fois au travail, avec une collègue, j'en ai parlé. Enfin, on parlait de ça et j'en parlais tout le temps en pleurant. Enfin, c'était hyper dur. Je lui ai dit, tu sais, j'en viens à espérer que ce que j'ai dans mon sein, que la boule que j'ai dans mon sein, ce soit grave. Comme ça, j'aurai une vraie raison de pleurer. Et en fait, c'était ridicule et c'était stupide avec du recul de dire ça. Mais là, j'avais une vraie raison de pleurer. J'avais vraiment une vraie raison de me battre. Et en fait, tout le reste, ça devient dérisoire. On se dit tout de suite que la santé, c'est le plus important. Mais moi, une fois que j'ai l'annonce, je vais toujours bien. Je veux dire, je suis toujours en bonne santé. En apparence et dans mon corps, je me sens bien. Ce qui va me fatiguer, ce qui va me rendre malade, finalement, c'est les traitements qui vont servir à me guérir. Mais pour l'instant, je vais bien. Donc moi, je continue à kiffer ma vie comme avant, quoi. Donc j'avais repris goût un peu à me faire belle, à m'habiller, à m'apprêter, à sortir. Du coup, je continue comme ça. Je me mets sur les apps de rencontre. Enfin, je me laisse pas abattre, quoi. Je continue ma vie normalement. Je crois que d'ailleurs, je me suis jamais autant trouvée, comme on dit, à mon prime qu'entre le moment où j'ai su que j'avais un cancer et le moment où j'ai démarré la chimiothérapie. Ça m'a pas du tout empêché de continuer ma vie de jeune femme de 27 ans fraîchement célibataire. Du coup, après l'annonce, j'ai mon premier rendez-vous avec la chirurgienne qui va m'opérer, du coup, pour m'enlever la tumeur, parce que c'est une petite tumeur qui est encore localisée. Donc moi, j'ai une tumorectomie en premier. Et après, j'ai que des traitements adjuvants parce que la tumeur a été retirée dans son intégralité. Donc j'ai que des traitements adjuvants. C'est-à-dire que je vais faire de la chimiothérapie. Donc on m'annonce que je vais faire de la chimiothérapie parce que je suis jeune et que pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive, alors on me fait de la chimiothérapie, puis j'aurai de la radiothérapie, puis de l'hormonothérapie parce que j'ai un cancer du sein hormonodépendant, donc qui s'alimente d'hormones. Et pour bloquer les hormones et éviter la récidive, on est obligé de me faire de l'hormonothérapie, et ça pendant 5 ans. Pour moi, le plus dur à encaisser, déjà, c'est de savoir que je vais faire de la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, on le voit comme quelque chose de très dur. Quand on voit à la télé, on s'imagine tout de suite quelqu'un qui est mourant, qui peut pas se lever de son lit. Enfin voilà, ça fait très peur parce qu'on a l'impression qu'on va devenir un légume pendant plusieurs mois, que ça va être long. On s'arrête de travailler forcément parce qu'on ne peut pas continuer à travailler dans cet état-là. Donc oui, ça fait peur. Mais ce qui me fait peur avec la chimiothérapie, c'est même pas de perdre mes cheveux, c'est vraiment de perdre ma fertilité. C'est vraiment moi ce qui m'a le plus travaillé. Après, la radiothérapie, bon, je me dis que c'est le moins dur, entre guillemets. Et puis l'hormonothérapie, ça me fait peur parce que je me dis que pendant 5 ans, je vais être ménopausée. Pendant 5 ans, je vais avoir un traitement qui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, a un impact considérable sur le quotidien. Donc tout ça me fait peur. Et je me dis, oh my god, mais comment je vais faire pour survivre à tout ça? Mais encore une fois, j'échange beaucoup avec des personnes sur les réseaux sociaux et on me dit pas à pas, step by step. Donc c'est ce que j'essaye de faire, step by step. Donc après mon opération, on me confirme que je vais faire de la chimio. Donc là, effectivement, c'est dur. Ça me fait clairement chier de devoir faire de la chimio, mais je vais pas avoir le choix. Le plus dur, en fait, c'est de se dire que c'est un traitement adjuvant, donc c'est un traitement au cas où, en prévention. Ça, c'est dur de se dire ça parce qu'en fait, on se dit qu'on est soigné, mais qu'on doit quand même faire ça au cas où. Après, les médecins expliquent bien, l'oncologue explique bien pourquoi, que c'est pour éviter la récidive. Et du coup, en comprenant pourquoi, je me fais une raison et je me dis que c'est le mieux. Donc là, je démarre la chimio. Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup parlé à mon corps et j'ai tout fait en sorte pour que ça se passe le mieux possible. C'est-à-dire que j'ai été voir une psychologue, j'ai été voir un micro-kiné, j'ai été aussi chez une hypnothérapeute parce que moi, je mettais toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Du coup, je fais ma première chimio et on m'avait dit que 2 semaines après ma première chimio, donc 15 jours ou 17 jours après ma première chimio, j'aurais les cheveux qui allaient tomber. Et moi, j'ai décidé de pas attendre que mes cheveux tombent. Donc quand ils ont commencé à tomber le 20 juillet, d'ailleurs c'est ironique parce que le 20 juillet, c'était le jour de mon mariage l'année d'avant. Donc c'était un peu particulier. Mais donc ce jour-là, mes cheveux commencent à tomber. Je le sens parce que je suis dans le train, je rentre de chez ma tante et j'ai des poignets dans mes mains. Et évidemment, on se dit toujours qu'on va y échapper, mais on sait très bien que ça va finir par arriver. Et 3 jours après, j'étais chez le coiffeur, chez un coiffeur spécialisé, pour me raser le crâne. Donc il y avait mes parents, il y avait toutes mes amies.
Et voilà, c'était un moment émouvant, mais pas triste parce que, bien sûr, tout le monde a pleuré parce qu'on se dit jamais, les parents, ils se disent jamais qu'ils vont devoir vivre ça avec leur enfant. Et les amis, c'est pareil. Enfin, voilà, la famille, les amis, c'est pareil. On se dit pas qu'on va traverser ça, mais c'était pas un moment triste. Et honnêtement, j'étais plutôt contente de me voir avec le crâne rasé. J'aurais jamais fait ça sinon, mais c'est toujours intéressant. Donc du coup, voilà, je me suis pas trouvée en plus moche. Voilà, moi, pour être honnête, j'ai même vraiment kiffé me voir le crâne rasé. Ça donnait un petit style. Et puis c'était l'été, donc moi je sortais comme ça, j'avais pas de problème. Bon, le regard des gens est compliqué évidemment. D'ailleurs, c'est le regard des gens auquel on est confronté qui nous rappelle qu'on est malade et qu'on a le crâne rasé. Et dans les gens, c'est comme s'ils nous regardaient et qu'ils essayaient de savoir si c'était écrit sur notre manteau ou quelque part ce qu'on a, alors que nous, on est juste. Enfin, moi, je sortais à l'aise, quoi, sans rien sur la tête. Après, je mettais des foulards pour protéger du soleil, mais sinon, j'étais plutôt à l'aise. En plus, on perd pas tout de suite nos cils et nos sourcils, donc on est plutôt. Enfin, moi, j'avais pas l'impression de ressembler à une malade. Voilà, j'avais l'impression d'avoir juste le crâne rasé, mais c'est tout. Et la première chimio, je l'ai plutôt bien tolérée, donc ça m'a donné confiance pour les autres. J'étais juste extrêmement fatiguée la première semaine, les 5 premiers jours, et après, à partir du vendredi, moi j'avais ma chimio le lundi, et à partir du vendredi, j'allais plutôt bien. Donc moi, j'ai toujours jalonné mon temps à me dire tel jour, je vois une telle copine, ou tel jour, j'ai le mariage de un tel jour, je fais telle chose avec un tel. Donc ça me permettait de ne pas penser qu'aux rendez-vous médicaux. Donc voilà. Après, c'est vrai que se voir dans la glace sans cheveux, etc., ça fait toujours quelque chose, d'autant plus qu'on a des cicatrices. On a la cicatrice de la tumorectomie, on a la cicatrice de la chambre implantable qui est sur le torse, donc qui est bien visible, surtout en été. Moi, je suis toute fine, donc on voit bien ma chambre implantable, elle ressort vachement. Donc c'est vrai que l'image, le reflet dans le miroir, effectivement, il est compliqué. Pour moi, c'était d'autant plus compliqué parce que je venais de me séparer, je me disais, purée, je reprenais goût un peu à la vie, assez dure, etc. Et là, ben voilà, j'ai pas de cheveux, je suis malade, je vais attirer personne. Enfin, je suis qu'une malade, quoi. Quel mec va être attiré par ça? Parce que j'étais encore dans mon truc de me dire que je voulais rencontrer quelqu'un, etc. Et en fait, au fur et à mesure des mois, ça m'est passé. Ça m'est passé parce que je me suis rendu compte que je pouvais vivre seule, par moi-même, que j'avais besoin de personne et que j'étais forte et que je voulais pas être juste avec quelqu'un, juste pour être avec quelqu'un. Que voilà, ça devait m'apporter quelque chose en plus. Donc oui, c'est dur le regard dans le miroir parce qu'il change, mais si vous arrivez à vous aimer dans cet état, vous vous aimerez toute votre vie. D'ailleurs, des fois, tu regardes des photos de toi que t'aimais pas il y a un an, tu te dis: «Mais en fait, j'étais trop fraîche sur cette photo», parce que maintenant tu te regardes dans la glace et tu te dis: «Là, je m'aime à nu, quoi. Je peux pas être plus simple». Il y a pas de faux cils, il y a pas de cheveux, il y a pas de sourcils, il y a rien. Tu es vraiment dans ton habit le plus simple, quoi. Donc si tu apprends à t'aimer, si tu t'acceptes comme ça, et moi, ça a été mon cas, je me suis acceptée comme ça. Je me suis trouvée belle et ça a pas été plus difficile que ça. Et j'ai dû congeler mes ovocytes, du coup, pour des raisons de fertilité, pour des questions de fertilité. Quand vous faites de la chimio, potentiellement, ça peut atteindre vos ovaires, donc potentiellement, vous pouvez devenir stérile ou avoir du mal à procréer par la suite, donc on congèle les ovocytes. Ça, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Donc de toute façon, les médecins vous le proposent automatiquement quand vous avez l'âge d'avoir des enfants et que vous êtes trop jeune, enfin, que vous n'en avez pas eu, et même si vous en avez eu d'ailleurs. Donc effectivement, j'ai fait la conservation de fertilité, la congélation d'ovocytes. C'était une étape assez compliquée, oui et non, parce que c'est certes des examens en plus, c'est assez prenant, c'est des piqûres tous les jours, c'est des piqûres quotidiennes, c'est des prises de sang quotidiennes, en tout cas pour ma part c'était quotidien, des échographies pelviennes, c'était quotidien aussi, donc ça nous fait courir un peu partout. En plus, moi, j'ai pas voulu m'arrêter, je continue à aller travailler, donc c'est vrai que c'était prenant. Mais quand on se dit que c'est pour potentiellement avoir un enfant plus tard, c'est que on le voit plutôt comme une opportunité que comme une corvée. Et donc effectivement, c'est difficile, le rapport à la maternité devient compliqué. Moi, je pensais que j'allais avoir un enfant dans l'année avec mon mari et en fait, je me retrouve à devoir congeler mes ovocytes parce que j'ai un cancer et en plus, je suis en train de divorcer. Effectivement, c'est un peu lourd, mais c'est pas grave, la vie, elle me réservera d'autres choses. C'est ce que je me dis. Après, je dis pas que j'ai pas eu de phase de colère. J'ai eu des phases de colère, surtout quand je voyais que lui, il était heureux,
qu'il a fini par finalement se remettre en couple avec la personne avec qui il me trompait, alors qu'il me disait que jamais il se remettrait avec elle. Donc effectivement, j'ai eu des phases de colère et un sentiment d'injustice. Je me suis dit: «Mais pourquoi moi? J'ai déjà subi, la tromperie, l'infidélité et là, en plus, je dois, subir, le cancer. Donc pourquoi moi et pourquoi lui, il vit une belle vie?» Et après, je me suis dit: «Beh, finalement, c'est une épreuve qui va permettre de me montrer à moi-même que je suis forte, que je peux m'en sortir et que j'ai besoin de personne». Et j'ai arrêté ensuite de me comparer aussi, à lui, à ce que lui vivait et cetera et je me suis, centrée sur moi-même, sur mon futur à moi, pour qu'il ne fasse plus du tout partie de l'équation et ça a été d'autant plus simple, une fois qu'on a été vraiment divorcés et que là, c'était, fini donc voilà. Mais bien sûr que le sentiment d'injustice, il était présent, il a été présent et j'ai travaillé sur moi pour le faire partir, avec ma psy et puis toute seule aussi. Donc voilà, effectivement, c'est pas été rose et simple tous les jours, mais je pense que la colère, ça n'aurait rien arrangé et ça m'aurait pas aidé à guérir surtout. Après, c'est vrai que ce qui a été le plus dur, c'est de, changer de vie du tout au tout, quoi. En l'espace de 6 mois, ma vie a passé d'une vie, de femme mariée, accomplie au travail, qui aime la vie tout simplement, à une femme, qui passe son temps à l'hôpital, à suivre des rendez-vous médicaux, qui, doit se réapproprier son appartement parce que du coup, elle se retrouve seule dedans. Donc c'est vrai qu'il y a eu un espèce de gap en l'espace de quelques mois et du coup, je savais plus trop, je savais plus trop qui j'étais, où j'habitais, enfin voilà, j'étais totalement paumée et c'est vrai que, le tout mélangé, c'était compliqué et d'ailleurs, je l'ai souvent dit à mes amis: «Mais je sais plus qui je suis, j'ai peur de plus jamais être la même personne, j'ai peur, de celle que je vais devenir. Est-ce que je vais devenir quelqu'un, de tout le temps, peureux? Est-ce que je vais retrouver, de l'énergie? Est-ce que je vais être aussi énergique qu'avant? Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler comme avant?» Parce que j'avais un travail assez prenant et je suis assez ambitieuse et carriériste donc il y a tout un tas de questions qui se posent. Après, c'est vrai que ces questions, elles se posent pour l'après-cancer. Pendant les traitements, on est juste, dans la vague. On est dans la vague du traitement, on fait ce qu'on nous dit de faire. C'est plus pour le après que je me suis posé des questions. Et pareil, j'ai eu des témoignages de plein de femmes qui disaient qu'elles allaient bien, qu'elles avaient pas de séquelles et donc ça m'a donné, vachement de courage. Ça m'a donné beaucoup de courage à continuer, à persévérer et à aller bien et j'ai essayé de vivre du mieux que je pouvais, comme je disais, tout à l'heure, en, en partageant des moments en famille, avec mes amis. Enfin voilà, j'essayais pas de jalonner ma vie, uniquement, sur les rendez-vous médicaux. J'étais pas qu'une cancéreuse, je suis Sarah et et ma vie ne s'arrête pas au cancer. Mais c'est vrai que c'est dur de passer du tout au tout et après je sais que voilà, comme l'a dit une de mes collègues: «T'inquiète pas, hein, tu as 27 ans, hein, tu auras encore 40 ans pour travailler». Donc ça c'est vrai quand on se dit que la retraite, elle est maintenant, à 64 ans, on a le temps de voir venir quoi. Donc je me dis: «C'est vrai, je vais avoir le temps de retourner au travail, de travailler, de me faire des amis, de rencontrer quelqu'un». Enfin voilà, j'ai toute la vie devant moi. Donc je me suis dit: «OK, là c'est 6 mois, allez presque 1 an de pause». Et après, ma vie, elle repartira plus belle et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé depuis que j'ai fini les chimios. J'ai pu reprendre le sport, donc ça, c'est cool parce que je peux prendre soin de moi et puis cette pause, elle m'a aussi permis de, prendre le temps. Parce que dans la vie, on prend pas le temps, on court partout tout le temps, on travaille, on fait ceci, on va faire nos courses. Voilà, j'ai le temps. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps, d'aller faire mes courses. J'ai pris le temps d'apprendre à cuisiner des nouvelles choses. J'ai pris le temps de lire. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps d'apprendre à peindre, à colorier. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses et je me dis maintenant, en fait, c'est ça, prendre le temps et je pense que c'était une pause nécessaire dans ma vie pour que je me rende compte, de ce que j'aime, de ce que je veux vraiment et que c'est important de trouver un équilibre juste entre le pro et le perso et donc vraiment ça m'a je pense, avec du recul maintenant, ça m'a beaucoup servi et moi, j'étais quelqu'un d'assez sanguin, qui s'énervait beaucoup ou facilement. Maintenant, je suis chill, je suis peace, je prends les choses, je suis genre: «OK, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Si je suis en retard, c'est pas grave. Si quelqu'un est en retard, c'est pas grave». Enfin voilà, j'essaie vraiment de relativiser tout et je me dis: «Il y a toujours pire dans la vie» et donc juste, être tranquille, chill, c'est tellement beaucoup plus simple. Quand on est malade, c'est vrai que, il faut prendre en compte nos émotions, mais on doit aussi prendre en compte l'émotion de notre entourage. Ça, je pense que c'était le plus difficile pour moi de prendre les émotions de mon entourage et donc
J'ai essayé, quand moi j'étais triste ou mal, de pas le montrer. Je voulais, surtout pas, rendre triste les autres parce que moi je savais qu'à cet instant-là, j'étais triste, j'allais pleurer, mais que 1 heure plus tard ou le lendemain, j'allais aller mieux. En fait, je savais que c'était juste que j'avais besoin d'extérioriser et je voulais pas que les gens pensent que j'étais mal et au plus mal parce que c'était pas le cas. Juste des fois, on a besoin d'extérioriser et donc moi, c'était ça qui était le plus dur pour moi, c'était de voir la peine dans le regard des autres et du coup, pour éviter de voir la peine dans le regard des autres, il fallait que je leur montre que moi, j'avais pas de peine. Et c'est comme ça que ça a fonctionné et d'ailleurs, quand j'allais pas bien, moi, je voulais absolument être seule. Enfin, j'avais besoin d'être seule parce que je savais que j'allais pouvoir contrôler et je savais que j'allais pouvoir, gérer mon émotion et que ça allait passer. Ça, je le savais et donc j'avais pas besoin de personne autour de moi pour me dire, «T'inquiète pas, ça va aller», enfin voilà, je savais que ça allait aller. Donc j'avais pas besoin qu'on soit autour de moi, et d'ailleurs quand, parce que ma mère ou mes copines aussi, elles voulaient être là, quand ça allait pas et cetera. Mais moi, j'avais juste besoin d'être seule, péter mon coup là, vider mon sac et après, ça allait mieux et d'ailleurs, j'ai pas, été au fond du trou, enfin voilà, évidemment parfois ça allait pas mais la plupart du temps ça allait bien. Et moi j'étais en demande d'être, seule quand j'en avais besoin, mais je me suis jamais sentie seule. Je savais toujours que j'avais quelqu'un qui m'écouterait si j'avais besoin de parler, qui décrocherait son téléphone quand je l'appellerais. Enfin, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour moi. J'avais vraiment un entourage hyper présent et par contre, c'est vrai que l'entourage, il est là, il est aidant, mais il comprend pas ce qu'on ressent. Il comprend pas toujours ce qu'on ressent. Ils l'ont pas vécu et on peut pas leur en vouloir, ils le vivent pas. Par contre, j'avais, en fait, en parlant sur les réseaux sociaux, moi j'ai créé un compte sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Et là, je me suis entourée de personnes qui, ont traversé la même chose que moi, qui traversent la même chose que moi. Et là, j'ai pu avoir des discussions avec des gens qui me comprenaient vraiment et qui traversaient la même chose que moi. Et là, ça m'a aussi beaucoup aidée. Donc non, je me suis jamais sentie seule, mais parce qu'aussi je me suis pas forcément isolée. Je me suis isolée quand j'en avais besoin, mais après, voilà. Et puis la vie, elle s'arrête pas, hein. La vie des autres, elle s'arrête pas. La terre, elle continue de tourner. Donc faut continuer à tourner avec elle, voilà, même si nous, on est en pause pendant un certain temps. Et puis moi, mes copines, elles se sont mariées, il y a eu des beaux moments, donc j'étais trop contente. Je savais que, que tout allait aller mieux. Donc non, je me suis jamais sentie seule et mes copines, elles ont vraiment été présentes, ma famille a vraiment été présente, ma sœur a vraiment été présente. Donc vraiment tout le monde a été, là pour moi. Ils ont fait des trucs trop cool, j'ai jamais été seule en chimio, ça s'est toujours, bien passé. Et après, c'est vrai qu'il y a une sorte de pression qui vient de l'extérieur où tout le monde nous dit: «Mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller». Ouais, je sais que ça va aller, mais voilà, après moi, mon tempérament, c'est parce que enfin, mon tempérament est celui de quelqu'un, plutôt, je vais dire optimiste. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert chez moi, l'optimisme et la positivité. Je pensais pas que j'étais aussi, optimiste et aussi positive et aussi forte aussi. Mais mais c'est vrai que de la part de personnes qui le vivent pas, parfois on trouve ça un peu culotté, mais bon, ça ne part pas d'une mauvaise intention, les gens savent juste pas quoi dire, donc voilà, il faut le prendre comme c'est et les injonctions à être forte. Moi, je trouve que de plus en plus la parole, elle se libère, qu'on laisse les émotions, transparaître. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui parlent de leurs émotions, de ce qu'elles vivent, donc non, je pense que selon qui on est et selon de qui on s'entoure, on se rend pas forcément, on n'a pas forcément l'impression d'être étouffé par l'injonction à être forte. Les gens, ils savent que non, un cancer, c'est pas, juste un cancer du sein. Voilà. Après, il y en a quelques-uns, hein, qui sont un peu, «Ah mais ça va, le cancer du sein, ça se soigne bien». Bah ouais, bah tiens, bah prends-le alors. Cadeau. Mais faut pas s'arrêter sur ça, je pense. Faut se focaliser sur soi, les autres, on s'en fout. Quand c'était très dur, moi, c'était souvent, quelques jours après ma chimio que c'était dur parce que j'étais super fatiguée et que je pouvais pas faire ce que je voulais. Je pouvais même pas me faire à manger, je passais mon temps au lit et c'est vraiment pas, mon genre de passer mon temps au lit, donc ça, c'était dur et donc souvent, à ce moment-là, j'avais un coup de mou. Mais ce qui m'aidait vraiment à tenir le coup et que je me suis répétée et d'ailleurs, c'est une autre fille, qui a eu un cancer, qui avait mon âge, qui me l'a dit et c'est quelque chose que je me suis répétée ensuite et qu'il faut se répéter si on a des coups de mou, c'est: «Demain, ça ira mieux» et si demain, ça va pas mieux, après-demain, ça ira mieux. Dans tous les cas, ça va s'arranger. Là, tu es fatigué, mais dans 3 jours, tu vas péter le feu, tu vas aller faire, autre chose. Enfin voilà, faut toujours se dire que c'est temporaire, en fait. C'est temporaire, là, ça va pas, mais tu sais que tu vas retrouver de l'énergie et moi, c'est ce qui m'a aidée. Sur la première chimio, c'était plus dur parce que je savais pas trop à quoi m'attendre.
Mais sur les chimios qu'on suivait, je savais qu'après tant de jours, et moi je notais tout en plus, après tant de jours, ça allait aller mieux. Donc j'avais pas vraiment de gros coups de mou parce que je savais que ça irait mieux et que de toute façon, step by step, ok, ça va le faire. Alors juste, chaque chose en son temps, sois patiente. Et ça m'a appris la patience. Le cancer m'a appris la patience, m'a appris à être patiente et à être indulgente avec mon corps aussi. Et en soi, je me suis jamais sentie tomber trop bas. Donc moi, je me suis jamais sentie super mal et au bout du rouleau. Enfin voilà, je savais toujours que ça allait aller mieux et que les choses allaient bien se passer. Je pense que j'ai jamais perdu ma lumière, mais que ça m'a donné un nouveau côté, un nouveau jour et que ça m'a permis d'apprécier la vie encore plus et différemment surtout. Donc voilà, je pense pas que j'ai été éteinte à aucun moment, mais que je savoure encore plus la vie. Quand on traverse une épreuve comme le cancer et la tromperie aussi, l'infidélité, je pense qu'on voit la vie autrement. Et effectivement, ça a changé ma façon de voir la vie. Effectivement, ça a changé la personne que je suis. Mais en bien, je pense, et en positif. Maintenant, je sais que c'est important de prendre soin de son corps parce que c'est dans notre corps qu'on va vivre toute notre vie. Si on doit en prendre soin, parce que je sais ce que c'est du coup d'avoir un corps qui est plus capable de juste se lever, de juste aller travailler, d'aller faire du sport. Voilà, des fois on ronchonne, on n'a pas envie. Mais en fait, c'est une chance énorme que de pouvoir bouger, de pouvoir faire toutes les choses qui me paraissent anodines. Mais moi, j'enviais là, à la rentrée, là, j'enviais tous les gens qui allaient travailler alors que moi, j'y allais pas. Et du coup, tous les gens qui se plaignaient, j'étais là genre, mais toi, t'as de la chance, tu peux y aller. Tu peux y aller, moi, je peux pas y aller. Je suis clouée chez moi parce que je dois m'occuper de ma santé. Donc, ouais, ça me permet de me rendre compte que des fois, on se plaint, mais en vrai, on a de la chance. En vrai, on a beaucoup de chance. Donc, ça m'a changé sur ça. Ça m'a fait relativiser sur plein de choses. Je me pose moins de questions aussi. Quand j'ai envie de partir en vacances ou faire un truc, je vais réfléchir un peu moins. Je vais me dire non, il faut que je le fasse parce que peut-être que demain, bah, je serai morte. On ne sait pas. Donc oui, ça change la personne qu'on est. Ça change mon rapport à l'amour, ça change mon rapport aux gens. Je suis un peu plus indulgente avec les gens. Je suis un peu plus, je pense, compréhensive. Je me dis, on ne sait pas ce que les gens traversent. Donc on n'a pas besoin de les juger. En fait, il ne faut pas les juger. Voilà, quand tu croises quelqu'un ou le comportement de quelqu'un, ça s'explique toujours. Donc voilà. Et le rapport après à l'amour, je pense que le cancer m'a fait comprendre que je peux vivre que par moi-même, avec moi-même, que j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui doit se présenter dans ma vie, va falloir qu'il soit vraiment un plus parce que sinon, bah, j'en ai pas entre guillemets besoin. Je peux m'apporter le nécessaire. Donc oui, ça m'a changé mon rapport au. Je pense que ça m'a changé mon rapport à la vie parce que il y a moins de superficiel. Tout est moins superficiel en fait quand on a traversé tout ça. On a envie de vivre que des moments authentiques, donc on n'a pas envie de faire semblant, on n'a pas envie de se fatiguer à être quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est ça ça a changé dans mon rapport aux gens et donc à l'amour. Donc oui, je pense que tout ce que j'ai vécu, ça fait de moi une autre personne, mais je pense que ça fait de moi une personne plus accomplie, plus consciente de la vie, des choses. Voilà, j'ai appris des choses sur la vie, sur la dureté de la vie jeune. Ça m'a fait perdre un peu d'insouciance, mais oui, je suis une personne différente, mais je pense que je suis une personne différente en mieux. Et si demain je rencontrais quelqu'un qui a traversé la même chose que moi, d'ailleurs ça a été le cas, hein, j'en ai rencontré sur les réseaux sociaux qui m'ont écrit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je les avais beaucoup aidés, que mes vidéos les avaient aidés à relativiser sur leur situation. Déjà, premièrement, l'amour, le premier amour, c'est celui qu'on se porte. Si tu t'aimes pas toi, tu ne peux aimer personne d'autre. Donc déjà, il faut s'aimer soi-même. Ça, c'est ce que j'ai appris et ça va être mon premier conseil. Et l'amour ne se mendie pas, l'amour ne fait pas mal. Donc si tu es avec quelqu'un qui te fait du mal, qui fait mal, que tu dois courir derrière, enfin, quelque chose de compliqué, ce n'est pas fait pour toi. Il y a mieux ailleurs, ça c'est sûr. Et ensuite, la santé, le cancer, c'est qu'il y a une femme qui traverse le cancer ou même les deux, sache que tu es plus forte que ce que tu penses. Tu es bien plus forte que ce que tu penses. Tu peux traverser tout ça, même si ça te paraît insurmontable, ça ne l'est pas. Il y en a plein qui l'ont fait, il y en a plein d'autres qui vont le faire. Donc oui, c'est dur, oui, c'est injuste, mais tu es capable de le faire. Donc ça serait
les choses que j'ai à dire à quelqu'un qui va traverser le cancer, qui va traverser les traitements, tu peux le faire. Et ensuite, je pense que les femmes doivent s'écouter plus, surtout les jeunes femmes, parce que souvent, on nous dit que c'est rien ce qu'on a dans le sang, qu'on est trop jeune pour avoir un cancer. Eh bien non, on n'est pas trop jeune pour avoir des cancers, il y en a de plus en plus. Alors il faut s'écouter. Et si on a un doute, on insiste auprès du médecin. Et on se fait dépister. Et on n'oublie pas de palper ses seins tous les mois, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres.